Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. La princesse au cœur fragile. Une princesse égyptienne est en train de changer la façon dont les historiens considèrent les habitudes malsaines des peuples anciens. La princesse, qui vivait il y a 3500 ans, a été découverte enterrée dans un temple mortuaire royal. Et après avoir étudié son corps, les scientifiques ont été choqués par ce qu'ils ont découvert. La princesse est actuellement conservée au musée égyptien du Caire. Elle s'appelle Meret Amun, la fille du pharaon Sekenenreta. Son nom se traduit par enfant de la lune, bien-aimé d'Amon. Ni elle, ni son père ne sont connus de nos jours, mais en 1500 avant Jésus-Christ, ils faisaient tous deux partie de la lignée royale qui régnait sur le peuple égyptien. Et après l'excavation de ces restes momifiés à Der el-Bahari, près de la ville de Luxor, les scientifiques se sont mis à fouiller son corps et ont rapidement déterminé que la princesse aurait vécu plus longtemps si elle avait éliminé quelques calories et fait un peu plus d'exercice. Hélas, elle est morte en tant que quadragénaire à cause d'un régime alimentaire extrêmement mauvais. Elle n'était pas la seule non plus. Les scientifiques affirment que Meret Amun avait 5 artères principales bouchées. C'est un véritable problème de santé très important pour une femme d'une quarantaine d'années. Et Gregory Thomas, professeur de cardiologie à l'Université de Californie, a déclaré que si elle avait consulté un cardiologue moderne, il lui aurait recommandé un double pontage immédiat. Et Meret Amun est tout bonnement la plus ancienne personne connue souffrant d'athérosclérose coronarienne. Il s'agit d'un problème assez courant de nos jours, causé par l'accumulation de dépôts à l'intérieur des artères et qui finit par provoquer une crise cardiaque hélas. Et les scientifiques étaient tellement curieux de connaître le terrible problème cardiaque de cette femme qu'ils ont scanné près de 52 autres momies de la collection du musée. Ils ont découvert que la moitié d'entre elles avaient des artères plus ou moins obstruées de la même manière. En termes simples, cela signifie que les membres de la famille royale égyptienne de l'Antiquité se condamnaient à une mort prématurée. Mais pourquoi ? Les artères bouchées et les crises cardiaques sont faussement attribuées au régime alimentaire moderne. Cette nouvelle étude prouve que les Égyptiens de l'Antiquité souffraient de problèmes similaires, en tout cas les élites. Mais ce n'était pas à cause des aliments transformés ou du tabagisme, c'était parce que les membres de l'élite de la société étaient choyés et avaient accès à du porc, du pain et du miel par exemple. On a même découvert que de nombreux autres Égyptiens de la famille royale souffraient d'obésité. La tête du dragon. Une tête extraite d'un puits chinois modifie l'histoire de l'évolution humaine. Le crâne appartient à une nouvelle branche de notre arbre généalogique, une nouvelle espèce humaine surnommée l'homme-dragon. Et selon les scientifiques, l'homme-dragon pourrait tout bonnement être plus proche que vous et moi de nos cousins de Néandertal. Le crâne fossilisé est resté au fond d'un puits en Chine pendant près de 90 ans, et l'histoire de sa découverte est presque aussi fascinante que le mystère qui entoure son origine. Il a été découvert en 1933 par des ouvriers chinois qui construisaient un pont dans la province de Harbin. C'était pendant l'occupation brutale par les Japonais, et les personnes qui ont trouvé le crâne ont compris son importance et n'ont pas voulu que les Japonais s'en emparent. Ils ont donc enveloppé le crâne avec soin et l'ont jeté dans un puits abandonné, et il n'a refait surface qu'en 2018. L'homme qui a caché le crâne pendant toutes ces années a révélé son secret à son petit-fils dans les instants qui ont précédé sa mort. Imaginez à quel point cela a dû être dramatique. Un vieil homme sur son lit de mort qui demande à son petit-fils de se rapprocher et lui chuchote à l'oreille « Le crâne est dans le puits ». Et voilà désormais que ce crâne est tout bonnement en train de changer l'histoire. Une équipe internationale de scientifiques a étudié le crâne de près. Il appartenait à un hominidé vivant il y a 146 000 ans. Et il est unique dans le sens où il présente à la fois des caractéristiques modernes et primitives. Le visage ressemble beaucoup à celui de l'Homo sapiens, mais le crâne est beaucoup plus grand qu'un crâne humain ordinaire. Il y a assez de place pour un cerveau humain moderne et même plus. Et le professeur Chris Stinger du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres l'a expliqué de la manière la plus simple qui soit. Ce type avait une tête énorme. Le crâne est suffisamment unique pour que les scientifiques pensent qu'il appartenait à une espèce à part entière. Et cela signifie qu'il ne reste qu'un seul crâne d'une espèce qui nous ressemblait, mais qui était beaucoup plus grande. Il s'agissait de véritables géants vivants, ou en tout cas des géants relatifs, surtout comparés à l'homme moyen moderne.
et pourtant on n'a trouvé qu'une seule preuve de leur existence. Comme quoi, avoir la grosse tête, ça ne sert à rien. Le roi perdu. Dans une boîte en carton conservée dans un musée de Winchester, un fragment d'os pelvien masculin est resté intact pendant des années. Il pourrait même appartenir à un roi légendaire. Des scientifiques de l'université d'Oxford ont daté au radiocarbone ce très mystérieux ossement et pensent qu'il provient soit du roi Alfred le Grand, soit de son fils moins célèbre, le roi Édouard l'Ancien. Mais que pouvait bien faire cet os dans une boîte en carton? Et qui était au juste le roi Alfred? Le roi Alfred est le tout premier roi d'Angleterre. Il a été le premier homme à régner sur le pays et le seul roi anglais de l'histoire à avoir le qualificatif grand à la fin de son nom. Et s'il a été si grand, c'est parce qu'il a empêché l'Angleterre de tomber aux mains des envahisseurs vikings. Il a remporté de nombreuses victoires, dont la plus célèbre est la bataille d'Eddington en 878. Alfred a accepté que les vikings vivent dans leur petit coin de pays. Il donne aux Scandinaves l'East Anglia et les Midlands et convertit leur chef, Guthrum, au christianisme. Il a même libéré Londres des Vikings et s'est avéré être un grand dirigeant. Et lorsqu'Alfred mourut, en 899, de ce qui était probablement la maladie de Crohn et d'un peu d'hémorroïdes, il fut enterré à Old Minster. Mais 4 années seulement après sa mort, ses restes ont été transférés dans un nouveau bâtiment appelé Newminster. Environ 200 années plus tard, Newminster a été démoli par le roi Henri Ier. Et les ossements du roi Alfred et de son fils Edward ont été transférés dans un nouveau monastère, Hyde Abbey. Puis, sous le règne du roi Henri VIII, au XVIe siècle, l'abbaye de Hyde a été fermée et laissée à l'abandon. Les tombes royales furent complètement oubliées. Et au XVIIIe siècle, une prison fut construite près de l'endroit où l'ancienne abbaye avait été détruite. Le gouverneur local fit aménager un jardin pour sa femme, et pendant les travaux, les ouvriers mirent au jour un mystérieux cercueil. Et il pourrait très bien s'agir de la tombe oubliée du roi Alfred, mais au lieu de la conserver, les ouvriers ont démantelé le cercueil et ont vendu le métal aux ferrailleurs. Les ossements ont ensuite été dispersés et perdus, et dans les années 1990, les premières véritables fouilles archéologiques ont eu lieu. C'est à cette occasion que l'os pelvien a été retrouvé et mis dans une boîte en carton, et ce n'est qu'en 2002 que des scientifiques de l'université d'Oxford ont daté l'os pelvien. Il date de la même époque que la mort d'Alfred. Peut-être lui appartenait-il ou appartient-il à son fils? Personne ne le sait avec certitude, mais il pourrait s'agir du seul fragment d'os restant du plus grand roi d'Angleterre. Le code non déchiffré. Dans la collection de livres rares de l'université de Floride, le plus ancien, mais aussi l'un des premiers à avoir été ajouté à la collection il y a 100 ans. Il s'agit d'un livre relié en cuir, une version du Nouveau Testament écrite en latin il y a près de 800 ans. Mais ce qui le rend si mystérieux, c'est que certaines parties du livre n'ont jamais été déchiffrées. L'ancienne Bible contient des notes étranges écrites dans une langue que personne ne peut comprendre. La date exacte de la rédaction du Nouveau Testament n'est pas connue, mais elle se situe aux alentours de 1250 après Jésus-Christ. C'était au Moyen Âge, avant que l'on sache que la Terre tournait autour du Soleil. C'était l'époque où les croisades faisaient rage et où Constantinople était considérée comme la plus grande ville du monde. Le livre a été publié comme une Bible standard du Nouveau Testament. Mais au fur et à mesure que l'ouvrage parcourait l'Europe, plusieurs personnes ont écrit des notes dans les marges du livre. La plupart des notes semblent dater du XIVe siècle et beaucoup d'entre elles ne sont rien d'autre que des lettres ou des chiffres aléatoires. Il y a des passages à l'encre brune et à l'encre rouge, mais la couleur de l'encre n'a pas d'importance parce qu'elle est tout simplement intelligible. Le livre contient des chaînes aléatoires de lettres qui se répètent et qui semblent être un code. Et certains gribouillis ressemblent à des mots, mais ils ne veulent rien dire. Du moins, ils ne veulent rien dire que les scientifiques modernes puissent comprendre. Et à la fin du livre, on trouve une liste bizarre de lettres et de chiffres. On dirait une clé pour déchiffrer le code secret, mais personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. Mais si vous êtes passionné par les mystères, vous pouvez tenter votre chance en consultant la version numérisée en ligne. Les universités ont été si nombreuses à vouloir des copies que l'université de Floride a créé une version numérisée pour gagner du temps. Le visage dans la pierre.
un mystère a été révélé dans la dense forêt d'une île canadienne. Un visage de pierre a été récemment repéré se profilant depuis un affleurement rocheux près d'une ville côtière de l'île de Vancouver. Pour certains, c'est un vestige d'une ancienne tribu amérindienne, mais personne ne sait qui l'a sculpté, quand, ni ce qui pourrait se cacher d'autre dans la forêt. Pour être tout à fait honnête, personne ne peut affirmer avec certitude si le visage a été sculpté par des humains ou créé par la nature elle-même. Mais la sculpture ressemble exactement à un visage humain, donc il est très difficile d'imaginer que la nature ait façonné un tel ouvrage. Le chef local de l'équipe des gardiens de plage des Premières Nations Tichat, Frédéric Sieber, a déclaré qu'il était également divisé sur l'origine du visage. Cependant, il est certain qu'à un moment ou un autre, ses ancêtres ont posé les yeux exactement au même endroit. Peut-être ont-ils pensé que c'étaient des gens encore plus anciens qu'eux qui l'avaient sculpté, ou peut-être ont-ils vu la roche et ont pensé qu'elle pourrait facilement être taillée en un visage. Les Amérindiens sont présents sur l'île de Vancouver depuis des temps immémorables. Ce ne serait pas inhabituel de voir une tête massive sculptée par des personnes il y a des milliers d'années. Le visage sur la falaise rocheuse est situé dans un endroit si isolé qu'il a initialement été découvert en 2008 par un kayakiste de Washington. Et les habitants ont cherché le visage pendant des années mais ne l'ont finalement retrouvé que très récemment. Il se trouve à 12 mètres au-dessus de l'eau et aujourd'hui il est presque invisible sous les buissons qui poussent sur la falaise. Mais ce qui rend le mystère encore plus intéressant, c'est que le visage semble souffler. Une représentation très courante du vent dans l'art amérindien, et même le style pictural semble correspondre à l'art amérindien selon certains observateurs. L'histoire de Gene Geno. Avant l'ère coloniale, de grands royaumes régnaient sur l'Afrique. Sur tout le continent, des villes et de riches empires prospéraient depuis des siècles. Mais à partir d'il y a environ 900 ans, les choses ont commencé à décliner. Le Sahara a commencé à perdre son humidité et sa verdure, et les choses ont pris un très mauvais tournant. Les ruines des royaumes africains perdus sont toujours dispersées à travers les terres, et l'une des plus anciennes et des plus mystérieuses est la ville subsaharienne de Gene Geno. Les ruines de la ville se trouvent dans le pays ouest-africain du Mali, et la ville a été fondée vers 250 avant notre ère. Puis, elle a prospéré en raison des terres agricoles fertiles et elle deviendra un centre commercial et bientôt la population atteint un chiffre impressionnant de près de 20 000 habitants. On pense que la ville était probablement la capitale d'un vaste royaume, mais son histoire est perdue, donc malheureusement, les scientifiques ne peuvent pas se prononcer avec certitude. Il y a peu de preuves de 15 colonies environnantes, telles de petites banlieues s'étendant depuis la métropole principale. Mais comme ils n'avaient pas de système d'écriture, les habitants n'ont rien laissé pour détailler leur politique ou leurs croyances. Et à partir du 9e siècle, Gene Geno a commencé à décliner. Les commerçants musulmans ont construit leur propre ville à proximité et l'ont appelée Gene. Et au 14e siècle, la ville, qui avait prospéré pendant plus de 1000 ans, a été réduite en ruines. Personne ne sait ce qui a causé sa disparition ultime, bien qu'il y ait des suppositions. L'explication la plus probable est que la cité a peu à peu perdu son attrait et sa pertinence à mesure que les temps changeaient. Le véritable mystère se trouve dans les ruines archéologiques de la ville, et certaines des découvertes les plus intéressantes à Gene Geno incluent de très mystérieuses sculptures en terre cuite. Des tonnes de figurines en terre cuite d'un homme barbu avec un casque presque de style grec, chevauchant un cheval, ont été retrouvées. Et personne n'a pu déterminer s'il s'agissait d'un roi ou d'une divinité, bien qu'il soit souvent représenté avec des gens à genoux devant lui. Il y a aussi un nombre alarmant de figurines attaquées par des serpents ou souffrant de symptômes de maladie. Il semble que les habitants de la ville aient eu affaire à la faune sauvage et aux maladies au moment de leur déclin. Une autre chose bizarre est qu'au cours des 3 dernières décennies de fouilles, aucun palais ou temple n'a été identifié, ni même de bâtiments publics ou de bâtiments à grande échelle. C'est vraiment très étonnant car la plupart des sociétés anciennes avaient des temples pour vénérer leurs divinités et des palais pour abriter leurs rois et reines ou bien leurs souverains. Mais ici, il n'y a aucune indication que les gens aient vénéré quoi que ce soit ou été gouvernés par quiconque à part les figurines qui pourraient suggérer que les gens pratiquaient leur culte chez eux.
Les portes du désert saoudien. En 2017, des archéologues ont identifié dans le désert d'Arabie environ 400 structures de pierre inconnues jusqu'alors. Elles sont tout simplement appelées portails, et on pense qu'elles ont été construites par des tribus nomades il y a des milliers d'années. Ces portails, construits à partir de blocs de basalte, attirent l'attention sur le manque d'intérêt des scientifiques pour cette vaste région. Nous avons tendance à considérer la péninsule arabique comme un désert, mais en réalité, il y a là un énorme trésor archéologique qui doit être identifié et cartographié, a déclaré l'archéologue David Kennedy, principal auteur d'un article sur les ruines. Et ces structures ne sont pas tout à fait visibles depuis le sol, mais dès que l'on s'élève de quelques centaines de mètres, ou même plus haut, avec un satellite, elles ressortent magnifiquement. On sait très peu de choses sur les personnes qui ont construit ces structures de pierre, considérées comme les ancêtres des Bédouins actuels de la région. Les structures les plus célèbres, situées en Jordanie, sont appelées cerfs-volants en raison de leur ressemblance avec de véritables cerfs-volants d'enfants vus du ciel. Elles ont été découvertes pour la première fois dans les années 1920 par des pilotes qui les survolaient. Cependant, l'Arabie Saoudite ne veut pas que des équipes internationales d'archéologues viennent les fouiller. Les meilleurs chercheurs pensent que les cerfs-volants ont pu être utilisés pour la chasse par d'anciennes tribus nomades. Certaines structures mesurant plus d'1 kilomètre de long, avec leurs parois convergentes, servant d'une sorte d'entonnoir pour piéger et tuer les antilopes en migration. Trouver des réponses définitives sur les structures et leurs fonctions est un combat permanent pour les archéologues qui peinent à obtenir l'autorisation de les survoler. Et si l'avènement de Google Earth a permis de révéler l'existence des portes, rien n'est comparable à la possibilité de faire des fouilles en personne, ce qui, espérons-le, se produira un jour. Ornement à face cornue. Au sud-est de Cracovie, en Pologne, dans le village de Biskupice, des archéologues ont récemment mis au jour un ornement ancien représentant un étrange visage cornu mesurant à peine 10 cm de diamètre. L'étrange objet a été découvert sous l'une des 3 anciennes fermes datant de l'âge de pierre, et l'ornement contient des yeux et un nez clairement défini ainsi que de protubérances en forme de corne. Et selon l'archéologue en chef, Marta Krozinska, il faisait probablement partie d'un bol ou d'un autre objet bien plus grand. Mais ce visage étrange soulève de très nombreuses questions qui restent sans réponse. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment en mesure d'interpréter cette représentation de manière concluante, a déclaré Marta à l'Express, en émettant l'hypothèse qu'elle pourrait avoir des origines spirituelles. Une chose dont les experts sont sûrs, c'est que l'artefact témoigne d'un lien entre les peuples néolithiques de Pologne, de Hongrie et de Slovaquie. L'ornement a été trouvé parmi de nombreux autres objets en céramique, y compris des objets fabriqués à partir d'obsidienne volcanique, un matériau qui n'existe pas à l'état naturel en Pologne. Des objets similaires trouvés en Slovaquie et en Hongrie remontent aux cultures préhistoriques qui vivaient le long du Danube et qui se sont rapidement répandues dans toute l'Europe il y a environ 7000 ans. Mais les fouilles ont été interrompues pour la saison, mais les archéologues espèrent revenir sur le site dans l'espoir de découvrir d'autres artefacts, offrant ainsi un aperçu sans précédent de la culture néolithique. Et découvrent les pratiques grecques les plus choquantes qui étaient tout à fait normales pour l'époque en cliquant sur cette vidéo.